C'est un ouvrage qui est exceptionnel. Exceptionnel au point que on a des informations sur ce pont dès l'Antiquité, avec la mosaïque du Forum des corporations sur lequel on reviendra. Jean vous en a montré déjà une image. On a aussi des textes qui sont des textes du 4e, du 5e, du 6e et même du 8e siècle, et qui parlent tous de ce caractère parfaitement exceptionnel et atypique. Alors qu'au même moment, eh bien, nous n'avons pas d'informations, nous n'avons pas de texte sur l'amphithéâtre, sur le théâtre. On a une mention sur le théâtre qui est celle d'une destruction, et on enlève des morceaux du théâtre pour construire l'église Saint-Trophime. On a, enfin Saint-Trophime, l'église paléochrétienne, pardon. On a une vague allusion au cirque d'Arles, mais pratiquement rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cirques, les amphithéâtres, les théâtres, ce sont des édifices parfaitement communs, très, très connus, très nombreux, et les ponts de bateau, eh bien, sont rarissimes. On a plusieurs textes qui en parlent, et le fait que l'image ait changé de format fait qu'il y a une partie des textes qui manquent, mais ce n'est pas bien grave. Alors, pourquoi est-ce que ce pont de bateau va être à de nombreuses reprises célébré ? Bien, c'est parce que c'est vraiment un ouvrage d'une très grande complexité technologique. Le pont de bateau, c'est exceptionnel, comme je le disais, parce que ça pose des questions technologiques sérieuses. Alors, les ponts, la plupart du... Je ne vais pas vous faire un cours sur les ponts, mais les ponts, ça peut être des ponts qui sont très simples. Vous avez ici une représentation d'un fragment de la colonne Trajane, où les soldats de Trajan, donc campagne de la Dacie et campagne, si vous voulez, utilisent des ponts très simples, où vous avez des pieux. Ici, c'est symbolique, hein, bien évidemment, les tailles ne correspondent pas, mais vous avez des pieux qui sont enfoncés et des plattelages qui sont installés dessus. Ça, ce sont vraiment les ponts les plus faciles, ceux que l'on trouve, et qui permettent le franchissement aisé. Et puis, vous avez surtout des ponts qui sont posés sur des piles. Vous avez à nouveau le franchissement du Danube par le pont construit à l'époque de Trajan, où vous voyez là les piles qui sont bien dessinées, hein, bien formées, et puis un platelage qui se trouve dessus, qui est apparemment en bois dans ce cas-là. Ici, je vous ai mis pour mémoire le pont Fabricius de Rome, où là aussi, vous avez cette construction avec des piles et des points d'appui. Donc, les ponts de bateau, eux, sont beaucoup plus compliqués et la plupart du temps sont utilisés pour des franchissements rapides dans un cadre militaire. À nouveau, vous avez ici le pont de bateau sur la colonne Trajane. Vous voyez, on a mis en place une série de bateaux qu'on a saisis les uns avec les autres. On a fait passer un platelage par-dessus, une rambarde de sécurité que vous voyez là, et les soldats qui vont franchir le fleuve. Et puis ce pont, eh bien, il va être ensuite abandonné, ou démonté, utilisé ailleurs. C'est exactement le cas aujourd'hui lorsque une armée est en campagne. On a besoin de franchir un fleuve ou une rivière, eh bien on va déployer des bateaux, la plupart du temps gonflables, on va mettre dessus des planchers amovibles, on franchit, et puis ensuite ça passe. C'est plus du tout pareil quand vous avez un pont qui, lui, va devoir mettre en place un franchissement de manière pérenne. Vous allez avoir besoin que le flux du public, le flux économique, le flux civil puisse s'écouler pendant des années, pendant des siècles. Et ça, c'est plus du tout pareil, parce qu'on a besoin de maintenir ces ponts, et c'est cet exploit technologique qui fait que l'on va avoir autant d'informations, et ces textes dont je vous parlais, qui nous donnent
beaucoup d'informations et qui, surtout, tous parlent de ce caractère spectaculaire, de ce caractère célèbre. Hilaire, dans un sermon, parle de cette célèbre route de navire. Ozone évoque un pont de bateau qui forme d'une rive à l'autre une large route. On a Paulin de Périgueux qui parle de la célébrité de ce pont avec un pont qui va assagir le Rhône impétueux. On a Cassiodore qui lui aussi fait parler d'un plancher d'un pont à la surface du fleuve en question. Et cette ville, c'est Arles. Etc. Grégoire de Tours. Et jusqu'à un auteur arabe du 8e siècle qui va encore parler de ce pont. Je vous lis ce texte. La ville est bâtie sur un fleuve, le plus grand du pays, à 2 ou 3 lieues de la mer. Les deux rives communiquent l'une à l'autre par un pont de construction antique. Donc vous voyez, on fait allusion à cette antiquité du pont et au fait qu'il soit là depuis longtemps, si vaste et si solide qu'on y a pratiqué dessus des marchés. Alors, ce texte, à mon avis, serait à vérifier. Moi, je ne suis pas capable de lire l'arabe médiéval, mais à mon avis, il faudrait le revoir parce que le fait que l'on parle de marché sur ce pont me semble très douteux, étant donné qu'un pont de bateau, c'est fragile par essence. On a ce texte d'Hilaire sur lequel je vais revenir qui montre que les accidents pouvaient arriver et le fait que l'on parle d'un marché installé sur un pont qui est obligatoirement étroit, dangereux, ça me semble très, très, très curieux. Le marché devait se trouver à côté. Il y a dû avoir une confusion ou un problème de traduction, mais en tout cas, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, pourquoi un pont à Arles, un pont de bateau à Arles? Eh bien, c'est la configuration du fleuve qui l'impose. Sur le Danube, on a vu ce grand pont de Trajan, vous avez des fonds qui descendent jusqu'à 8 mètres à peu près. À Arles, vous avez ici une bathygraphie qui vous montre que l'on a 2 plateaux le long des berges. Voilà, plateau ici, plateau là, hein, avec les couleurs chaudes, qui sont depuis le rivage jusqu'à vers 8 mètres de fond à peu près. Vous voyez la côte ici de 8 mètres, la côte ici de 8 mètres. Ensuite, on a un fleuve qui descend profondément avec des fosses, ici, qui peuvent aller jusqu'à 14 mètres, 17 mètres, et même jusqu'à 18 mètres. C'est ce qui a été mesuré par nos collègues du DRASM, et qui montre que l'on a une difficulté pour installer un pont en dur, tout simplement parce que la technologie de l'époque ne permettait pas de descendre à des profondeurs aussi considérables. 18 mètres, avec des pieux en bois qu'il va falloir foncer, hein, qu'il va falloir enfoncer dans le fleuve, avec des caissons qu'il va falloir étancher, qu'il va falloir remplir ensuite de matière dure. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire, que l'on ne sait pas faire dans l'Antiquité, à ces profondeurs-là. On a donc un fleuve qui va être franchi pendant toute son histoire antique, médiévale et moderne par des ponts de bateaux. Le premier pont en dur qui franchit le Rhône, c'est en 1875 qu'il est inauguré. Donc vous voyez, depuis l'Antiquité jusqu'à 1875, on n'a pas pu descendre au fond du fleuve. Et c'est bien sûr la technologie des poutrelles en fer, c'est la technologie des pompes d'assèchement fortes, etc., qui vont permettre de franchir le fleuve en dur. Mais avant, on ne sait pas faire. Et donc on a cette obligation de franchir le fleuve avec un pont qui habituellement est utilisé pour des techniques, lors de techniques militaires. Galeazzo, qui est un chercheur italien, a publié une étude complète qui s'appelle I Ponti Romani, les ponts romains, et il a recensé près de 1200 ponts, je crois,
Et sur ces 1200 ponts, on a toutes sortes de franchissements, mais il n'y a que 2 ponts civils qui soient des ponts de bateaux. Celui d'Arles et un pont dans le nord de la France, même je crois que c'est même en Belgique, c'est les 2 seuls. Et le pont d'Arles est le plus large, avec un franchissement de 250 mètres à peu près. Alors ce pont, eh bien, comme on l'a dit, les textes l'honorent, et on a un document qui est le Forum des corporations. Jean vous a montré déjà l'image de ce franchissement du fleuve. Qu'est-ce que c'est que le Forum des corporations, pour que quand même le public puisse savoir de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'un grand forum, donc une grande esplanade, qui se trouvait à Ostie, qui est daté par les fouilleurs du second siècle, et qui organisait un couloir annulaire avec des stalles, vous voyez, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Vous en avez tout autour. Et ces stalles, eh bien, c'était des comptoirs commerciaux. Pourquoi à Ostie? Eh bien, parce que c'est là que les bateaux arrivent, c'est là que le commerce se fait, c'est là que l'on va faire de l'import-export, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a donc une nécessité, quand on est une grande ville commerçante, il y a une nécessité d'avoir un pont, une représentation commerciale, pardon, à cet endroit. Et on a dans ces représentations commerciales, dans ces stalles, eh bien, on a cette représentation, Jean vous l'a déjà montré, avec cette représentation d'un pont de bateau qui est là et d'un fleuve à 3 branches. Jean l'a déjà dit, certains chercheurs ont pensé que c'était le Nil, mais aujourd'hui, la plupart de la communauté scientifique s'accorde à dire que c'est très certainement le Rhône, et donc c'est très certainement le fleuve avec son pont de bateau. Je vous montre une image parce qu'elle est plus facile à lire que la mosaïque, où vous voyez là donc ces 3 branches, et puis ici, le pont de bateau de manière symbolique, bien évidemment, avec des bateaux que vous voyez là, un platelage de manière évidente en bois, hein, on voit bien les tiers du bois, 2 rambardes de part et d'autre, et puis ici, des ouvrages maçonnés sur le fleuve, au bord du fleuve. Alors, ces culées maçonnées, voilà un détail. Ces culées maçonnées, vous les voyez ici, on a une représentation d'un arc avec ici quelque chose qui est difficile à lire, peut-être un trophée d'armes, peut-être des statues, c'est difficile à lire, et puis ce détail sur lequel nous allons revenir. Les arcs en bout de pont, c'est quelque chose de commun, on le trouve assez régulièrement. Je vous remontre cette image du franchissement du Danube par le pont de Trajan, où vous voyez là aussi, vous voyez bien ici, un arc qui ouvre cet ensemble. Alors, l'hypothèse, eh bien, c'est d'avoir, à partir du moment où le fleuve descend trop profondément, eh bien, les bateaux, puisqu'on ne pouvait pas atteindre, mais d'avoir mis un ouvrage maçonné le plus loin possible lorsque c'était accessible, hein, avec cette profondeur de 0 jusqu'à 8 mètres, pour pouvoir lancer le mieux ce pont de bateau. Donc c'est une hypothèse, ce dessin avait été fait par Jacques Daniel avec Mark Heymans, hein, c'était une hypothèse qui permettait de proposer quelque chose de logique, avec une ouverture, hein, on ne met pas dans le fleuve un ouvrage qui fasse écran, parce qu'évidemment, il risque d'être abîmé par les flots. Donc il y a des ouvertures qui permettent aussi aux tout petits bateaux de pouvoir passer. Et puis là, cette ouverture. Voilà une image de la maquette qui est juste derrière nous, hein, dans le musée, on avait déduit, et qui permet de proposer une hypothèse avec une avancée en dur, les ouvertures, comme je l'ai dit, qui permettent de faire passer le courant, le pont de bateau qui démarre, et puis cet élément qui est donné par le Forum des corporations à Ostie. Vous voyez, bon, là, on a fait cette proposition, c'est quelque chose de très hypothétique, hein, bien évidemment, mais ça donne une idée.
il y a quelque chose de logique aussi qu'on a mis en place, eh bien, c'était de dire qu'on ne peut pas mettre un ouvrage en dur suivi par un pont de bateau qui soit lui aussi fixe. Tout simplement parce que le fleuve change constamment, il monte, il descend en fonction de l'étiage, et il est nécessaire d'avoir une liaison souple entre ces deux éléments. Et la liaison souple, la proposition qui est faite et qui est assez logique, c'est de dire que, il peut y avoir un pont-levis ou un pont à trébuchet, quelque chose en tout cas de souple, qui permet l'ouverture. Ceci répondait à un double besoin, celui d'absorber les variations du fleuve, mais aussi la possibilité de l'ouvrir pour pouvoir laisser passer les bateaux qui ne passaient pas, bien sûr, les petits bateaux pouvaient passer là-dessous, mais les bateaux plus gros, eux, ne passaient pas, donc l'ouverture du pont-levis permettait cela. C'est quelque chose qu'on connaît bien pour les périodes modernes, donc le 16e, 17e, 18e, où l'on a des descriptions du pont de bateaux modernes. Pour l'Antiquité, on n'a pas de description de cela, mais on sait qu'on avait besoin d'avoir cette souplesse, d'avoir cette ouverture, et aussi pour une autre raison, qui était que lorsque il y avait des dangers graves sur le fleuve, par exemple que l'on annonçait des crues et que l'on annonçait pour la période moderne les glaces dérivantes, vous savez qu'il y a eu ce petit âge glaciaire au 16e, 17e avec des glaces dérivantes qui pouvaient casser les bateaux, eh bien, on avait besoin de protéger ce pont. Et ce que nous apprennent ces textes modernes, c'est qu'on avait la possibilité d'ouvrir le pont. Quand je dis ouvrir le pont, c'est que l'on détachait une des parties du pont, et le pont était ouvert, c'est-à-dire qu'on le faisait dévier d'un quart de cercle, ce qui fait que tous les troncs de la crue, toutes les glaces dérivantes au moment d'une embâcle pouvaient passer, et ainsi on évitait au bateau d'être abîmé par ces risques, si vous voulez, qui sont amenés par le fleuve. On sait, pour l'Antiquité, on n'a pas d'informations, mais pour le XVIIe, XVIIIe siècle, on sait que c'était un maniement relativement aisé, puisqu'on pouvait ouvrir le pont avec quelques ouvriers et une journée, et qu'on le refermait, on le retirait, donc on refermait la porte, on remettait en place le pont. Là, les textes sont formels, il fallait une vingtaine d'ouvriers, et il fallait plusieurs jours. Mais on arrivait, si vous voulez, à parer, en quelque sorte, au danger le plus important. Alors, comment étaient tenus ces bateaux ? On sait, voyez ce dessin que Jean vous a montré déjà tout à l'heure, on sait qu'il y avait la nécessité de maintenir les bateaux avec des ancrages, on avait des ancres, si vous voulez, qui tenaient le pont de bateau, mais on sait aussi que s'il n'y avait que les ancrages dans le fleuve, il y avait de grandes difficultés et on avait la possibilité d'avoir un courant important qui fasse déraper, qui fasse riper les ancres, ce qui amènerait la dislocation de ce pont. Donc on sait qu'il fallait, en plus des ancres dans le fleuve, il fallait pouvoir accrocher les têtes de pont à des éléments durs. Et ça, nous en avons pour le pont de bateau avant 1875. On a une photographie, c'est Charles Nègre en 1854. C'est la porte des Châtaignes, donc on n'est pas loin du Méjean pour que vous vous repériez. Et vous voyez, alors lui, il a souhaité prendre les quartiers pittoresques de la Roquette et donc du début du Méjean. Mais vous avez là la trace de ces câbles qui tiennent le pont de bateau de son époque, de 1854. Donc, c'est cette preuve, si j'ose dire, ce besoin que d'avoir un ancrage très solide sur les berges pour qu'on puisse tenir. Alors, pour l'Antiquité, qu'en était-il ? Eh bien, il y a un élément extrêmement intéressant.
au-delà de cet arc, la mosaïque du Forum des corporations nous montre ceci, cette grande élément, si vous voulez, en hauteur. Plusieurs chercheurs ont pensé qu'il s'agissait d'une borne milliaire. C'est tout à fait possible. C'est très intéressant de voir ça là. J'ai proposé, pour ma part, d'y voir autre chose. Étant donné que sur un dessin ancien, vous avez la représentation non pas d'une borne, mais de deux bornes. Et ces bornes se trouvent non pas avant, voilà, je reviens là, ces bornes ne sont pas avant la culée, l'arc, donc sur la berge, mais semblent se trouver dans le fleuve. C'est une interprétation hypothétique, hein, bien évidemment, il n'y a pas de preuve, mais il me semble qu'on a cet ouvrage qui se trouve dans le fleuve, puisque vous avez le pont de bateau qui est là, et les deux ouvrages qui se trouvent là. Donc, ça pourrait être, me semble-t-il, la possibilité d'avoir un amarrage qui se trouve juste au maximum de ce que la technologie antique permettait d'atteindre, c'est-à-dire ces 7 à 8 mètres de fond qui sont là, et la possibilité de tenir le fleuve, le pont de bateau, pardon, la tête du pont de bateau de part et d'autre, avec des câbles, hein, comme les câbles que vous avez vus pour le pont de 1854, tout en ménageant la possibilité ici d'un passage pour les bateaux. Donc on pouvait ainsi proposer cette hypothèse, hein, d'une tenue des deux têtes de pont par un point fixe dont on a absolument besoin, le reste étant tenu par des ancres qui sont elles-mêmes mises dans le fleuve. Alors ces bateaux, eh bien, là aussi, on n'a pas beaucoup de texte. On a ce dessin qui est donc la représentation du Forum des corporations, où vous voyez des bateaux. Bon, là, il n'y en a que 3 parce que c'est un symbole, hein, bien évidemment. Mais vous avez ces proues qui sont extrêmement incurvées, qui sont extrêmement élevées, très solides. On voit même les planches qui forment les ais, donc les bordées de ce bateau. Et ça vous rappelle immédiatement quelque chose. C'est le franchissement, de manière là rapide, hein, dans un cadre militaire, par le pont de bateau militaire, donc sur le Danube. Et vous voyez les mêmes types de bateaux qui sont là, avec des proues extrêmement solides, très fortes. Vous voyez là aussi la représentation des ais, hein, donc les bordages, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dessus. Et ça vous fait penser aussi à ces ponts de bateaux de l'époque moderne, où vous avez là, vous le voyez, des proues relevées et des bateaux très solides. Alors, pourquoi est-ce que l'on a ça? Eh bien parce que si vous aviez eu des pontons avec l'avant pratiquement carré, hein, comme c'est le cas avec ces chalands que l'on trouve encore aujourd'hui et que l'on connaît à Lyon, par exemple, etc., eh bien, vous avez une difficulté. Parce qu'à Arles, on est proche de la mer, et vous avez besoin d'avoir une extrémité du bateau qui va contrer le courant, qui descend, et qui descend fort. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez des remontées, avec notamment le vent d'Est, qui pousse une lame qui est extrêmement vicieuse, puisqu'elle est courte, assez profonde. Hein. Moi-même, j'ai eu l'occasion de naviguer sur le Rhône à plusieurs reprises. Quand on s'approche de ces vents très forts, on peut avoir un clapot qui va jusqu'à 1 mètre de creux. C'est beaucoup, ça a l'air d'être rien, mais c'est beaucoup. Et ce creux, si vous voulez, frapper les bateaux. Donc avoir un pont de bateau
avec des navires qui sont des navires de mer, des navires capables de fendre la lame, des navires qui sont capables de prendre un courant fort, eh bien c'est tout à fait intéressant. On ne peut pas aller bien loin, si ce n'est de dire que le bateau qui ressemble le plus à ceux qui sont dessinés sur le forum des corporations Ostie et dessiné sur la représentation de la colonne Trajane, c'est le Ponto. Le Ponto, donc c'est un, je vous donne le nom latin, hein, c'est ces bateaux qui étaient extrêmement solides, qui pouvaient supporter une très grosse charge, c'est le cas, et qui étaient capables de fendre la lame. Eh bien, c'est ça. C'est là aussi une hypothèse. Alors voilà, maintenant, nous avons parlé de tous ces éléments. Vous avez cette culée hypothétique. C'est un dessin de Jean-Claude Golvin, vous l'avez reconnu, hein, mais je le redis. Vous avez cet élément qui est connu, puisque la mosaïque nous le donne, donc de part et d'autre. Vous avez cet élément hypothétique d'un pont de bateau avec une liaison souple. C'est une hypothèse, mais elle est vraiment très vraisemblable. Les bateaux, ici, qui sont tenus les uns aux autres. Et puis, il les a mis un peu trop loin hein, dans le fleuve. Hein, il faudrait vraiment les remettre plutôt par ici. Mais bon, peu importe. En tout cas, 2 culées maçonnées à l'endroit où l'on peut atteindre le fond. Et puis, un système d'amarrage qui tient l'ensemble. Comment les bateaux étaient-ils tenus entre eux? Bien, on n'a pas vraiment d'informations, si ce n'est les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et notamment Hilaire, qui, dans son sermon, va nous donner, Marc va revenir, j'imagine, sur ce point, donc je ne vais pas trop loin, mais Hilaire nous parle d'un désastre, un grand accident, puisqu'il y avait une foule sur ce pont de bateau qui se rendait à Trinquetaille depuis Arles pour honorer Saint-Genest, et puis le pont va se disloquer. Or, ce texte, alors je ne reviens pas là-dessus puisque Marc va vous en parler, mais ce qui m'intéresse moi, c'est la question technique, la question, si j'ose dire, quelles informations on peut avoir grâce à ce texte pour connaître un peu mieux ce pont. Alors je vous lis ce texte, il est un petit peu long, mais j'espère que vous me pardonnerez. Sur ce, nous dit Hilaire, cette célèbre route de navires, j'en ai parlé tout à l'heure, grâce à laquelle, entre les cités confédérées, on foulait aux pieds l'échine de ce terrible Rhône. Terrible Rhône, hein, vous voyez, le Rhône n'était pas dompté à l'époque, j'en ai parlé aussi, Jean Piton en a parlé aussi. Donc ce terrible Rhône glissa à l'improviste, s'inclina et se disloqua. Charge excessive, matériaux trop lourds, courant de flanc. Cette information est importante parce que courant de flanc, ça veut dire que l'on a vraiment ces courants qui frappent le pont et qui viennent sur le côté. Le franchissement se faisant dans la courbe du fleuve, c'est une information intéressante. On ne sait par quel accident, donc il dit, je ne sais pas pourquoi ça a coulé, mais on sait bien par quel fauteur d'embûche. Évidemment, Hilaire, l'évêque, fait allusion au malin, fait allusion au diable. Le diable qui est furieux que l'on aille rendre hommage à Saint-Genest. Mais on sait bien par quel fauteur d'embûche. La route prit de la gîte et jeta en plein milieu des flots son précieux fardeau, je veux dire une multitude de fidèles. Hein, le diable qui veut que ces fidèles qui honorent Dieu soient punis. Je ne mens pas, j'étais là, c'est donc un témoin oculaire. Et pour ainsi dire, mon pied venait de quitter le pont. Aussitôt s'élève un immense fracas, tant chez ceux qui tombent que chez les assistants. La terreur se répand dans toute la ville. Cependant se déroulaient dans une grande confusion des naufrages lamentables. Mêlés aux hommes, des chevaux pomponnés, découragés de nager avec leur harnachement, agitaient les jambes, ventre en l'air. Soit avertissement du péril, soit effroi de l'instinct, tout ce qui d'habitude se présentait était piétiné. Dans la vaillance de l'affolement, les bras des mères s'emmêlaient à leurs charges chéries, leurs enfants bien sûr.
Les esclaves étaient écrasés sous les paniers des matrones. Le cortège solennel, sur toute sa longueur, grouillait des débris de sa route. Que personne ici ne s'érige en interprète mal intentionné, que personne ne noircisse par un diabolique dénigrement la suprême gloire du martyr, que nul n'allège la proximité de la rive, que personne n'attribue à des guets le salut de ceux qu'a manifestement sauvé la dextre divine. Donc, Hiller est, lui, intéressé par le fait que les fidèles vont être sauvés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas de guet. Donc, c'était bien un pont de bateau sur l'ensemble de son franchissement. On n'a pas des points durs, si vous voulez, qui venaient soulager, en quelque sorte, le fleuve. Aux mêmes rives sont reliés les bateaux d'une masse considérable. Donc ces bateaux considérables, sa masse considérable, c'est pour ça que cette hypothèse de ces pontos, ces bateaux durs et lourds, peut être prise en compte. S'enfoncent chaque jour sous les denrées des pays étrangers. Une ancienne technique y arrime les navires avec des passerelles volantes. Vous voyez, l'information pour nous. On a donc ces passerelles qui vont d'un bateau à l'autre. Comme par désespoir de jeter des fondations remblayées. À nouveau, on ne peut pas atteindre le fond du fleuve, donc on est obligé de mettre des ponts de bateau et de les tenir entre eux. Le système mis en péril le foie de la poule entassée dessus ce gouffre immense, bon, l'exagération, bien sûr, de cette époque, à proportion de ce qu'ils avaient accueilli sur des poutres très longues et très solides, mais du coup brisées sous le dit poids. Donc, ce texte est fondamental car il nous montre bien que les bateaux sont arrimés les uns aux autres par des poutres solides et par tout un platelage que l'on peut reconstituer de cette manière. L'emplacement du pont. Là, je renvoie aux travaux d'un de nos collègues, Philippe Levaux, qui est vraiment spécialiste de ces questions, notamment de franchissement. Philippe a écrit un article important dans un colloque qui s'est tenu il y a quelques années au pont du Gard. Et Philippe, donc je renvoie à ses travaux, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Philippe a montré que le fait d'avoir un emplacement à cet endroit permettait de faire passer le gros d'une foule, là, pour le coup, commerçante, le flot de charrois, etc., permettait de passer, non pas en centre-ville, mais sur le côté. Il faut savoir aussi, et Jean vous l'a montré, que si l'on poursuit ce franchissement traditionnel du fleuve, donc dans la courbe de Trinquetaille, eh bien, on continue vers le forum qui avait été fouillé par M. Rouquette. Jean vous l'a montré tout à l'heure. Donc, intérêt aussi d'avoir ça. Quel était l'intérêt d'être dans la courbe du fleuve et pas ailleurs? Eh bien, c'est tout simplement l'effet Venturi qui fait que quand vous êtes dans une zone resserrée, vous avez un courant beaucoup plus fort. Quand vous êtes dans une courbe, c'est plus large. Vous avez une zone qui est frappée par le courant qui est là, mais vous avez une zone qui est relativement protégée, c'est ici. Donc on a des avantages qui sont intéressants. Par ailleurs, et c'est moi qui l'avais proposé, c'est une hypothèse, on est exactement au bout d'une route qui va prendre l'axe de l'amphithéâtre. Alors c'est vrai que symboliquement, il n'y a pas beaucoup de lien entre un amphithéâtre et un pont. En revanche, au niveau urbanistique, on peut tout à fait avoir la trace d'un passage ancien, d'un passage qui soit vraiment utilisé depuis de longues années, depuis des décennies. On pourrait même remonter à ces pistes gauloises, si on veut, un emplacement de bateau ne se décrète pas comme ça, ne se change pas comme ça. Il est aussi lié à une habitude. On va marquer une habitude en changeant le pont, mais en ne bien sûr, changeant pas son emplacement. Alors, il y a au départ, pour l'époque médiévale, la possibilité de penser que ce pont se trouvait
à Trinquetaille qui nous intéresse aujourd'hui à cet endroit, mais on a montré que c'était non pas les endroits d'un pont, mais les restes d'un fort. Alors, je n'en parle pas parce que Philippe doit parler tout à l'heure des fortifications de Trinquetaille. C'est cet espace qui a été soigneusement sauvegardé lorsque le Simadrem a refait les berges du fleuve, ces rochers que les Arlésiens appelaient familièrement les Roucassoun, hein, et donc un fort de Baraldebo sans doute, mais Philippe va vous en parler plus savamment tout à l'heure que moi. En revanche, il y a un élément ici qui a aussi été soigneusement conservé lors de la réfection des quais par le Simadrem. Et cet élément pourrait être effectivement beaucoup plus facilement le pont. Luc-Long avait fait des fouilles en 1992 et avait pu voir que, alors là voilà les Roucassoun qui sont là, les rochers dont on parle sont là, et vous avez des éléments bâtis qui sont ici, hein, vous avez des fragments de parements notamment, des fragments de blocage, des blocs indéterminés, etc. Surtout, en 2017, Luc-Long avait pu de nouveau fouiller dans cette zone et avait trouvé, juste à la limite du plateau, hein, le plateau des 80 mètres, le plateau des 8 mètres, excusez-moi, donc à peu près à 50-60 mètres du bord, il avait trouvé des colonnes, des fragments de colonnes, vous les voyez là. Donc ça, c'est pas une preuve en soi, hein, on ne va pas aller trop loin, mais c'est quand même intéressant d'avoir, juste dans la prolongation de cette masse que nous avons sur la berge, d'avoir des gros fragments de parements, des gros fragments, et ces éléments-là. Alors, il y a eu des fouilles en 2009, elles ont été conduites par mon collègue Marc Hegemans, qui est présent dans la salle, et par Bruno Bizot. Donc, je n'en parle pas parce que je crois que Marc en parle, hein, tu opines, donc je n'en parle pas. Mais vous avez des fouilles dont Marc va vous parler, qui ont permis de proposer une restitution. Là aussi, je n'en parle pas. Ce qui est intéressant, je ne veux pas casser ton couteau tout à l'heure, mais vous avez surtout quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'axe que les fouilles ont permis de montrer. Alors, c'est un élément du IVe siècle, hein, Marc vous le dira. Néanmoins, ça prouve la permanence d'un passage à cet endroit. De l'autre côté du fleuve, et là j'ai le panneau 5 minutes, donc j'ai 5 minutes, de l'autre côté du fleuve, nous avons, et je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, nous avons depuis le XVIe siècle des éléments qui ont été signalés, vous les voyez là. Ces éléments, vous les voyez mieux ici, il s'agit d'un fortin, mais sous ce fortin, il y avait ces éléments que Constant, notre glorieux prédécesseur, avait pu voir et qu'il avait estimé être les arches, le départ de l'arche du pont qui était de l'autre côté. Donc c'était très confortable pour nous hein, d'avoir au débouché ce que je vous ai montré tout à l'heure, au débouché de la rue Balz, donc le départ de cette culée, qui allait de l'autre côté, hein, les fouilles dont on va vous parler tout à l'heure, et ça coulait pas mal. Sauf que des fouilles ont été faites en 2016, juste devant ces éléments, et nos collègues, c'est Philippe Mélinan qui a fait la fouille, hein, Philippe Mélinan a conduit la fouille avec l'INRAP, eh bien, nos collègues ont montré qu'en fait, il y avait, sous cet élément qu'on pensait être antique, il y avait tout un platelage en bois qui a permis d'avoir des éléments dendrochronologiques, mais aussi des éléments carbone 14, et on a prouvé scientifiquement que, au moins, cet élément-là était un élément médiéval, un élément du XIIe siècle, peut-être du XIIIe siècle. Et Luc-Long, toujours en 2017, dans le fleuve, a trouvé une pile de ponts, un petit peu plus loin. Toujours, on parle du côté d'Arles, hein, bien sûr, vous en avez la photo
ici. Ce qui veut dire que, eh bien, on a non pas les vestiges du pont antique comme nous le pensions, mais on a un pont médiéval et un pont de bateau médiéval avec une culée maçonnée qui s'avance dans le fleuve. Alors que nous étions tous persuadés qu'il y avait uniquement à l'époque médiévale des tracés avec des bacs à trailles, eh bien, on a là certainement l'hypothèse d'un grand pont médiéval, toujours au même endroit. Hein, vous voyez cette permanence du franchissement. Et c'est Philippe Rigaud, je pense qu'il n'en parlera pas puisqu'il doit parler du pont, je termine là-dessus, hein. Philippe Rigaud, qui a pu travailler les textes, et je le cite, ce pont de bateau, il parle de ce pont de bateau médiéval bien sûr, est décrit dans les archives comme Pontem en 1165 ou comme Pontis Rhodani, pont sur le Rhône, en 1202. Il existe aussi un texte de 1178 dans lequel il est question de juifs de Carpentras qui acheminent des pierres pour la construction du pont. Et au XIIIe siècle, un autre texte mentionne ce pont avec le château de Barral-des-Baux à l'autre extrémité. Autant d'indices qui confirment l'existence d'un édifice monumental qui serait un ouvrage clé de l'Arles médiéval. Voilà, j'ai été rapide, j'espère, puisque je n'ai pas eu d'autres panneaux. Donc, je pense que j'en ai terminé. Merci. Les questions. Ah, on vous passe le micro, hein. Juste, ça marche, oui, ça y est. Juste une question. En quoi étaient constitués les cordages à cette époque-là? Est-ce que les Romains étaient capables de faire des cordages aussi forts pour tenir des bateaux comme ça? Et comment ils les faisaient? Parce que du temps de Louis XIV, on avait une corderie qui existait et c'était très difficile de faire des gros cordages. Alors je me demande comment ça se passait. Est-ce qu'on a trouvé des cordages romains quelque part de cette taille? Oui, alors pas Arles, hein, enfin pas Arles, pas du pont de bateau, j'entends. Hein. Mais les cordages sont assez bien connus, on a pas mal d'informations. Mes collègues qui ont fouillé dans le fleuve à Arles ont des cordages beaucoup plus petits, hein, bien sûr. Mais si vous voulez, c'était essentiellement des fibres végétales qui étaient trempées dans l'eau, un peu comme à Rochefort. Hein, comme à Rochefort, c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire que ce sont des fibres végétales. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc je ne veux pas surtout me donner le ridicule de donner des végétaux qui ne seraient pas les bons, mais ce sont des végétaux que l'on mettait dans l'eau, où les éléments de tanin disparaissaient, puis ensuite ils étaient battus, et cette fibre était tressée, si vous voulez, tout simplement tordue. Ensuite, eh bien, on sait que l'on avait la possibilité d'avoir des cordages relativement fins, et en commettant, hein, donc en tordant ensemble des cordages fins, on arrivait à avoir des cordages plus gros, etc. On a, alors pour l'Antiquité non, mais pour la période moderne, on sait que certains cordages pouvaient avoir des sections de 40-50 cm. Donc, si vous voulez, ça tenait un poids considérable et c'était ainsi très facile de tenir des ouvrages aussi importants que cela. Les bateaux de Louis XIV, allez au musée de la Marine à Paris, par exemple, vous voyez les bateaux de Louis XIV, vous avez des cordages qui font 30-40 cm de diamètre, hein, donc c'est considérable. Alors, comment c'était installé? Eh bien, à l'époque, on avait toute la technologie possible avec des engins de levage pour pouvoir tenir et lever, si vous voulez, les éléments. On sait que les chantiers étaient organisés de telle manière qu'on travaille tous ensemble. Notamment, bon, c'est une autre question, mais qui intéresse notre pont, la fameuse conduite en plomb, en siphon, qui est passé dans le fleuve à Arles. C'était vraiment absolument génial, la mise en place de cette conduite en plomb, parce qu'il a fallu mettre des engins de levage sur tout le pont de bateau, et puis le tuyau dont on sait qu'il a été soudé, donc il ne
pas, évidemment, être soudé sous l'eau à cette époque, hein, comme on le fait aujourd'hui. Donc ça a été obligatoirement soudé à l'air libre, et puis ensuite il a été descendu. Donc on avait toute une série de grues, si vous voulez, qui permettaient, avec des grues au jet, à roues, hein, les cages à écureuils, hein, que l'on connaît par ailleurs, eh bien on avait la possibilité d'organiser un chantier où chacun savait exactement de combien de centimètres il devait descendre. Les uns peu, les autres plus, les autres encore plus, etc. et mettre en place cela. Donc le fait d'accrocher des gros câbles à terre était parfaitement maîtrisé, on n'a pas de souci avec ça. Nous savons pour le pont de bateau dans le Danube, c'est un chercheur qui a déterminé ça, on sait que les ponts, même fixes, fixés d'une manière rapide pour les franchissements militaires, étaient tenus par des pylônes qui étaient agrippés certainement aux rives ou dans le fleuve avec des profondeurs faibles pour justement ne pas risquer d'être emportés. Donc c'est une technologie qui est bien connue, bien maîtrisée. Je me posais la question, moi. Les deux lions qui sont sur le Rhône, de chaque côté du Rhône, est-ce qu'ils avaient un rapport avec les ponts de bateaux ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, si vous voulez, les deux têtes de pont auxquelles vous faites allusion, avec ces fameux lions, hein, les lions d'Arles si spectaculaires et qui nous sont vraiment très agréables, eh bien, ils ne sont pas du tout antiques, ils ne sont même pas sur le tracé, hein, puisque le tracé est plus bas. Le tracé, je vous l'ai montré sur la carte, en gros, il part depuis Trinquetaille, donc hein, ces éléments que vous connaissez tous, hein, qui sont sur la berge, et de l'autre côté, on va jusqu'à la rue Balze. Hein, vous voyez, la rue Balze, c'est la rue qui se trouve donc quand la courbe a fini. Alors que le pont du PLM, hein, le Paris-Lyon-Méditerranée, est un pont qui, lui, est plus haut, et qui était pas du tout un pont de bateau. Hein. On est à l'époque où on a déjà maîtrisé les technologies du fer, les poutrelles de fer, et donc on peut lancer des ponts qui sont beaucoup plus longs, et c'était un pont de chemin de fer, si vous voulez. C'est un pont de chemin de fer qui permettait de raccorder la grande voie nord-sud avec des voies transversales et les voies qui allaient vers la Camargue. Donc ça n'a rien à voir, hein. Vous parliez du fait qu'à la période médiévale, justement, il y avait une utilisation des bacs à traille. Pourquoi est-ce que cette utilisation-là était relativement populaire et qu'on n'a pas procédé à Arles à un remplacement par le bac à traille et qu'on a conservé ce pont de bateau ? Si c'était justement quelque chose qui créait des accidents, qui était complexe à maintenir en état, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de remplacement ? Alors Philippe va être beaucoup plus compétent que moi pour vous parler de ces questions, mais en gros, hein, peut-être Philippe souhaitera... Philippe Rigaud est là, je crois. Hein, oui, oui, voilà, Philippe. Peut-être Philippe souhaitera vous répondre plus savamment que moi, mais les bacs à traille, c'est très facile à installer. C'est-à-dire que vous avez un câble que vous élongez d'une rive à l'autre, puis vous avez une élingue qui va jusqu'à un bac, et puis on coulisse le long, si vous voulez, ce qui fait que le bac n'est pas emporté. Donc c'est très facile à mettre en place. Simplement, ça ne permet pas le passage de beaucoup de charges à la fois. Vous êtes... pensez à nos amis saliniers qui doivent prendre le pont, hein, le fameux pont dont on parle depuis tant d'années, sur le Petit Rhône, hein, avec cette hypothèse aussi de construire en dur. Dans les journaux, on en parle constamment. Quand on a un bac, on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre, et si vous avez besoin de franchir rapidement, il faut attendre. Et là, avoir un pont en dur est beaucoup plus pratique. C'est pour ça qu'on pensait tous qu'il n'y avait que des bacs à traille, et comme je l'ai montré, les fouilles ont prouvé que désormais, il y avait des
ouvrages en dur. Enfin, quand je dis en dur, c'est-à-dire des ouvrages pérennes, avec sans doute pont de bateau. Donc ça, c'est quelque chose. Mais il y a eu des changements de ces bacs à traille. On a plusieurs possibilités. Hein. Jacques Rossiot, qui est un très grand savant, Jacques Rossiot a fait une étude sur ces franchissements du Rhône et montre que l'on change, si vous voulez, à plusieurs reprises de passage parce qu'on a des nouveaux besoins qui se créent. Mais les grands axes, les autoroutes, hein, si vous me permettez ce terme pour l'Antiquité, les voies les plus importantes, hein, la voie aurélienne, les grandes voies nord-sud, mais aussi les voies est-ouest, elles ont besoin d'avoir quelque chose de plus efficace, si vous voulez, parce que là se concentrent tous les passages les plus conséquents et aussi les passages stratégiques. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un bac à traille qui, lui, va être emporté, va être arrêté, va être bloqué, parce que tout simplement on ne peut plus passer, parce que, parce que le bateau est cassé, parce que le câble a cassé, enfin ce genre de choses. Voilà. Justement, au-delà de Arles, quel est le point le plus proche ensuite, pérenne? Alors, dans l'Antiquité, on pense à Beaucaire. Hein, on a des hypothèses sur Tarascon-Beaucaire qui semblent être possibles. Là aussi, je vous renvoie à Philippe Levaux, hein, qui a travaillé sur ces questions. Mais on a des itinéraires dans l'Antiquité qui, les gobelets de Vicarello, par exemple, hein, ce sont des gobelets en argent, qui donnent, c'est très curieux, mais ça donne tout l'itinéraire depuis, en gros, l'Espagne jusqu'à Rome, jusqu'à l'Italie. Vous avez, comme ça, des informations sur les villes que l'on va traverser. Un peu comme si on avait un guide Michelin avec soi, hein, sur un objet en argent, et puis le nom. Et on a des passages, si vous voulez, qui sont à Ernaginum, donc près de Fontvieille, enfin vous voyez, on est dans cette zone-là, mais il n'y a pas eu d'éléments absolument probants, c'est-à-dire de fouilles qui montrent qu'on est certain de ce passage. Arles était un passage, ça c'est sûr, Arles était le dernier passage avant la mer. Hein, on a là, comme on l'a montré avec ce pont de bateau, on a un franchissement qui est très important, dès, semble-t-il, le IIe siècle, puisque on a ce forum des corporations à Ostie qui en donne la preuve, si c'est bien Arles, bien évidemment. Mais on a des passages sans doute plus anciens. C'est pas seulement au second siècle que l'on essaye de franchir le fleuve ici, mais on n'en a pas, bien sûr, de traces faciles à détecter, hein, tout simplement. Voilà. Lorsqu'il n'y avait pas de pont, si les habitants de l'autre rive avaient besoin d'aller en ville, est-ce qu'ils y allaient à la nage? Lorsqu'il n'y avait pas de pont? Oui. Eh bien, c'est comme pensez à ces villes où vous avez pensez à Venise, vous avez quelques ponts, mais vous avez aussi énormément de petites corporations qui s'organisent pour faire passer les gens. Donc vous avez dès l'Antiquité aussi des corporations de passeurs de ponts, de passeurs de fleuves, avec des engins qui peuvent être des engins assez sophistiqués, importants, des sortes de bacs, des sortes de chalands, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des petites barquettes, hein, tout simplement, avec des passeurs. Pensez tout simplement au port de Marseille. Au port de Marseille, avant que vous ayez le ferry boîte, comme on dit dans les bons auteurs, vous avez des petites barques qui sont mues à la rame et qui font le passage à hauteur de ce qui va être plus tard le pont transborder. Hein, ça a évité de faire tout le tour. Donc on paye une petite somme, hein, quelques euros dirions-nous aujourd'hui, quelques centimes, et puis on peut passer ainsi. Donc vous avez toujours un moyen. Mais le problème, ce n'était pas tellement de franchir le fleuve, parce que ça, il y a des possibilités diverses. Le problème, c'est de faire franchir au fleuve des quantités, si vous voulez, de gens.
avec des petits passeurs, avec des corporations, vous avez 3 personnes qui passent avec leurs 2 chevaux, leur charge, et puis il faut attendre qu'ils soient de l'autre côté, après on revient, c'est compliqué. Dès que le fleuve est un peu en crue, ou un peu avec un courant, ne serait-ce qu'un courant un peu fort, vous passez difficilement. Donc l'important c'était ça, de maintenir ces grands axes qui sont des axes stratégiques, des axes économiques, des axes vitaux, dirions-nous aujourd'hui, et de les maintenir dans le long terme. Quand c'est des fleuves relativement peu profonds, on passe, on crée des piles et on y va. Quand c'est des fleuves comme celui d'Arles, avec 17 à 18 mètres de fond, vous avez ce que j'ai présenté et cette possibilité. Mais sinon, on franchit les fleuves assez facilement, d'une manière légère, ça c'est clair. Merci beaucoup, Claude Sentès.